Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le duo Richard Berry, Patrick Bruel, accusé d'agression. La connexion Epstein-Lang, révélation contrat Pfizer. C'est pire que ce que l'on pouvait imaginer. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Sophie Bray, Philippe Bohen, Alrythme, Franz Ambroche, Yann Penaud et Philippe Baconnet. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Richard Berry, accusé donc d'agression sur sa fille, l'affaire classée sans suite pour cause de prescription. Notez l'agression sur mineur de moins de 15 ans du journal L'Immonde, car il s'agissait à l'époque d'une fillette de 3 ans. Oui, un témoignage effrayant de Colin Berry, fille de Richard Berry, l'accusant donc d'agression. Une stratégie de survie, même au prix de me mettre moi-même en danger de mort, tout pourvu que cela s'arrête. Je vous mets l'extrait de son audition devant la commission parlementaire dans ma description. Il faut savoir que Colin Berry avait été condamné pour diffamation contre Richard Berry en 2022. Mais en 2024, la Cour d'appel de Lyon l'a totalement relaxé. Elle a bénéficié de l'excuse de bonne foi pour les propos tenus, sujets d'intérêt général, base factuelle, etc. Les juges ont considéré qu'elle n'avait pas diffamé. C'est donc une victoire judiciaire pour Colin Berry sur le volet diffamation. La justice a donc reconnu sa bonne foi. L'affaire principale, les accusations contre son père, n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond en raison de la prescription. Et Colin Berry a reçu le soutien de sa cousine, Marie-Lou Berry. Qui est Marie-Lou Berry? Vous la connaissez peut-être, c'est la fille de Josiane Balasco et du frère de Richard Berry. Donc, Marie-Lou Berry défend vigoureusement sa cousine Colline. La vidéo est dans ma description, en soulignant qu'il y a eu trop de victimes qui ont été condamnées au silence par toute cette mafia. Je rappelle que Richard Berry est accusé d'avoir fait jouer de la trompette, entre guillemets, à une petite fille de 3 ans. C'est quand même assez sidérant parce qu'il semblerait qu'il y a une forme d'impunité pour tous ces membres trop actifs du showbiz. Mais d'où cela peut-il bien venir ? Patrick Bruel et Richard Berry, l'amitié sacrée. Tiens. Patrick Bruel, 2 plaintes ont été déposées en France pour violences sexuelles contre l'artiste. Une enquête est ouverte en Belgique à la suite d'une nouvelle plainte déposée par une femme âgée de 38 ans au moment des faits. Elle a accepté de témoigner. Et pendant ce temps-là, Patrick Bruel partage actuellement l'affiche de 2e partie avec Stéphane Fraisse et Marine Delterme. Alors que 14 femmes ont récemment accusé le chanteur de violences sexuelles, la pièce dans laquelle joue Patrick Bruel affiche complet au théâtre Édouard VII à Paris. Il est présumé innocent, insistent ses spectateurs au théâtre. Remarquez que j'aurais été totalement d'accord avec ces spectateurs autrefois. Mais voilà, lorsque l'on regarde le travail de la justice, et plus particulièrement du parquet sous Emmanuel Macron, on a quelques doutes, j'en reparle dans un instant. Et puis il y a ce chiffre, 14 plaintes contre Patrick Bruel. Il y a de quoi au moins le boycotter. Je repose ma question, comment tant de personnalités, tenez, je donne quelques noms en vrac, Frédéric Mitterrand, Borrello, Cohn-Bendit, Gérard Miller, ont-ils pu bénéficier d'une telle impunité pendant des années? Un début de réponse. Remontons le temps avec Tonton, oui, la Mitterrandie. C'est un point très important. La Mitterrandie a recruté tous ces pervers, issus de mai 1968, du gauchisme, dont Jack est un magnifique spécimen. Il faut se souvenir qu'après 68, tous ces déviants ont eu pignon sur rue, les philosophes célébraient ses amours contre nature,
Les écrivains exposaient leurs vices dans les romans publiés dans les maisons d'édition. Quant à la presse, elle militait pour ce genre de choses. En 1977, Lang signe avec d'autres personnalités une pétition rédigée par Gabriel Maznev demandant la dépénalisation des relations, entre adultes et mineurs. En 2021, il reconnaît que c'était une connerie. Et c'est ainsi que ce petit monde de pervers très influents va graviter autour de l'Élysée. C'est même la garde prétorienne de Tonton. Lorsque Gabriel Maznev tombe, la presse nous explique Gabriel Maznev, ce n'est qu'un loup solitaire. Tu parles, il chassait en meute, au point, élégie à Claude Imbert. Pour ceux qui l'ignoreraient, Claude Imbert est l'ancien directeur du magazine Le Point, où travaille BHL, où travaillait Maznev. Après la révélation simultanée par Challenge et Libération de deux mouvances d'agresseurs sexuels dans le 6e arrondissement de Paris, il apparaît que les deux univers sont interconnectés. Tiens, Mathilde Brasilier témoigne notamment aujourd'hui de l'implication de Claude Imbert aux côtés de son père, Jean-Marie Brasilier, et de ses amis Balthus, bien connu pour aimer les enfants, Michel Tournier également, ou l'inénarrable Gabriel Maznev, l'écrivain protégé par Tonton. Et c'est ainsi que de vieux messieurs dégueulasses, puissants et influents, vont faire régner l'omerta sur les milieux parisiens, avec BHL comme attaché de presse. Vous êtes un gros dégueulasse, BHL parlera de grand humaniste. Vous êtes un horrible pervers, BHL expliquera au monde entier que vous êtes un héros de roman. Il faut savoir qu'on a des centaines de témoignages sur ces vieux messieurs, mais toutes les affaires ont été classées sans suite et on les voit se balader par exemple au Maroc, Jack et BHL au Maroc. Que de souvenirs complices dans les riades avec Pierre Berger. Oui, ils avaient à l'époque une faim d'ogre. Et cela continuait bien évidemment sous François Hollande. Sur la photo, vous reconnaissez Flamby et Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, c'est l'éminence grise des présidents socialistes. Le tout Paris de gauche connaissait les turpitudes d'Olivier Duhamel, et pour une raison simple. Ces gens de gauche fréquentaient sa maison dans le sud. Il n'y a donc pas eu de surprise lorsqu'il a été accusé d'agression sexuelle sur son beau-fils, Victor Kouchner, le fils de Bernard Kouchner. Affaire Duhamel, l'enquête classée sans suite pour cause de prescription. Le procureur de Paris a expliqué que les faits reprochés au politologue Olivier Duhamel, accusé d'agression sexuelle sur mineur, étaient prescrits, comme d'habitude. Vous constatez que tous ces monstres meurent de leur belle bord, sans être inquiétés par la justice. Des prescriptions, en veux-tu, en voilà. Mais pour Olivier Duhamel, c'est un peu plus compliqué. Olivier Duhamel, faut-il le rappeler, est un soutien très actif du Poudré. Et oui, Olivier Duhamel, sur la photographie, fête la victoire de Macron aux Fouquet's en 2017. C'est lui, par exemple, qui conseillera Brigitte de choisir Édouard Philippe comme Premier ministre. Olivier Duhamel a donc été exfiltré de la Macronie, car il a agressé sexuellement, je viens de vous le dire, son beau-fils, fils de Bernard Kouchner, pendant des années. Sa belle-sœur, l'actrice Marie-France Pizier, a été retrouvée morte dans une piscine, coincée par une chaîne et une chaise, alors qu'elle voulait dénoncer Olivier Duhamel à la presse et à la justice. L'enquête sur la mort de Marie-France Pizier ressemble à un sketch des Inconnus. La police privilégie l'accident, mais n'exclut pas la thèse, de la fin de vie. Énorme. Je viens donc de vous présenter la cohorte de ces vieux messieurs influents. Leur point commun ? Gauche socialiste Mitterrand, pervers et très dangereux. Et d'un seul coup, on comprend mieux pourquoi Epstein vivait 6 mois par an à Paris. Oui, on se demande pourquoi. Déjà, on peut affirmer qu'avec de tels vieux messieurs dégoûtants aussi influents, c'est la certitude d'être protégé à Paris.
D'autant plus que ces vieux messieurs dégoûtants ont tous soutenu Emmanuel Macron. Alors vous comprenez, Epstein, il était en totale sécurité. En 2019, le procureur de la République de Paris était Rémi Ernst, nommé en 2018, en poste jusqu'en 2022. Et c'est lui qui a étouffé l'affaire Epstein. Encore lui. C'est lui qui a été chargé d'étouffer l'affaire Benalla. Rémi Ernst a informé de sa décision de classer sans suite les procédures engagées contre 3 collaborateurs du président de la République. Il s'agissait de Patrick Sroda, directeur de cabinet, d'Alexis Collère, secrétaire général, et de Lionel Lavergne, chef du groupe Sécurité. Ah, il pouvait dormir sur ses deux oreilles, hein, Jeffrey Epstein. À Paris, il y avait un terreau favorable et une justice aux ordres. Quoi de mieux, en effet? Ah si, il y a encore quelque chose de mieux. Des politiques. Et tout net la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est le pantagruélique Gérard Larcher qui s'oppose de tout son poids à l'idée d'une création d'enquête au Sénat cette fois-ci. La raison? On a cru, évidemment. Même les enquêtes judiciaires sont bidons. Parquet au lieu de juge d'instruction, les associations ne peuvent pas se porter partie civile. La liste des clients français, Paris-Saint-Tropez, vous ne la verrez jamais. Circuler, il n'y a rien à voir, ou presque. Lorsqu'on atteint ce niveau de corruption, de cynisme, de vice chez nos dirigeants, c'est une lapalissade, on ne s'embarrasse pas de morale, de scrupules ou de transcendance. Et sur tous les sujets, vous voyez où je veux en venir? La macroniste Olivia Grégoire se plaint qu'on lui reproche encore, 5 ans après, d'avoir participé à la propagande pour le pchout contre le Covid. Jamais ça s'arrête, en fait. Mais elle se rend compte, Olivia Grégoire, de ce qu'elle dit. Allez, Franck, on va lui rafraîchir la mémoire. Bonjour Franck, heureux de te retrouver dans ces entretiens. Je crois que l'actualité sanitaire est très très chargée, et notamment les contrats Pfizer. Que s'est-il passé? Bonjour. Bon. Effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez important qu'on attend depuis 5 ans, puisque les choses étaient cachées, protégées, griffonnées. Donc nous avons enfin, il faut remercier Marc Doyer, hein, qui a fait un gros travail. Nous avons enfin effectivement eu accès au contrat Pfizer. Et donc moi j'ai fait l'effort de les lire de A à Z, et donc nous allons en parler aujourd'hui. C'est assez impressionnant. La première chose, c'est que quand on dit contrat, c'est que d'un côté, il y a une multinationale et de l'autre côté, il y a quand même l'Union européenne. Et quand on lit les contrats, ben, on se demande où est l'Union européenne parce que ce sont des contrats à sens unique où Pfizer défend ses intérêts, ses intérêts, ses intérêts, où Pfizer effectivement se décharge de toute responsabilité, où Pfizer négocie les prix, où Pfizer un contrat effectivement à sens unique. Moi, je suis membre du mouvement politique citoyen, donc un mouvement qui milite pour le Frexit. Je peux vous assurer que quand vous lisez les contrats, vous vous rendez compte que l'Union européenne ne défend pas nos intérêts. L'Union européenne nous coûte très cher. Et quand on voit les contrats effectivement signés à Pfizer, l'Union européenne, franchement, est incompétente et défend pas du tout les intérêts. D'ailleurs, il faudrait peut-être rappeler que Van der Leyen a négocié avec Bourla par SMS et qu'on n'a toujours pas, et qu'on n'aura à mon avis jamais, ces fameux SMS. Parce qu'au vu justement de ce que tu es en train de dire, c'est un véritable scandale. Exactement. Négociation, on se demande bien ce qu'elle a négocié. À aucun moment, on a l'impression que Pfizer se soumet à une quelconque demande du payeur, qui est quand même normalement le décisionnaire. Mais Alors pour revenir, oui, oui, oui. on va peut-être expliquer à nos auditeurs quelles sont les clauses les plus controversées et assez stupéfiantes, et notamment celle-ci, la limitation de responsabilité de Pfizer. Pfizer a Voilà. donc une responsabilité limitée alors que c'est lui qui propose le produit? Alors c'est l'article 1.12.1 pour ceux qui veulent effectivement lire. Chaque État membre participant devra indemniser et dégager de toute responsabilité le laboratoire, ses filiales, sous-traitants, partenaires sous franchise, ainsi que ses dirigeants, hein, Bourla, il est quand même prudent, directeurs, employés et autres agents et représentants de chacune de ces entités en cas de plainte d'un tiers relative aux dommages et préjudices
qui surviendrait lors de l'utilisation ou du déploiement des vaccins sur le territoire de l'État membre en question. Donc on a un chapitre complet qui dit que on vous vend un produit, mais on est responsable de rien, rien, rien. Des contrats comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de multinationales qui aimeraient les signer parce qu'effectivement, c'est vraiment inscrit et l'Union européenne accepte que le laboratoire n'est responsable de rien et que par contre nos impôts, puisque l'Union européenne c'est nos impôts, prend en charge toutes les responsabilités. C'est, Donc, c'est- le laboratoire reconnaît qu'il y a on en parlera d'ailleurs dans un deuxième temps, mais qu'il y a des effets secondaires, mais qu'il ne les prend pas en charge. Mais qui va prendre en charge donc pour indemniser les gens victimes de ces produits, si Ben, ce c'est n'est pas nous. le laboratoire? Donc nous, on achète et on prend la responsabilité. Et euh, je veux signer des contrats comme ça tous les jours, hein. Soit Pfizer est très très bon, soit l'Union européenne est très très nulle. C'est-à-dire Chacun jugera. Hmm. alors, il faut ajouter quelque chose de très important, c'est que ce produit était en phase d'expérimentation à l'époque. Donc, Pfizer se lave les mains et laisse la responsabilité aux États membres. Exactement. C'est marqué dans le contrat également. Donc, la responsabilité sur les conséquences, Pfizer s'en lave les mains et il marque clairement, hein, qu'il peut exister des effets indésirables encore inconnus à la date de signature. Donc, on a un contrat qui dit, voilà, on vous vend un produit, les conséquences, on ne les connaît pas, mais par contre, c'est vous qui en assumerez la responsabilité. Entre nous soit dit, ça veut dire qu'effectivement, les contrats, maintenant qu'on peut les lire, ça veut dire qu'effectivement, ceux qui ont injecté le produit ne pouvaient pas donner une information loyale au patient, puisque même le contractant, en l'occurrence Pfizer et l'Union européenne, disent clairement qu'on ne savait pas s'il y aurait des effets secondaires. Donc, un acte médical, normalement, c'est une information loyale. Je vous propose tel acte médical avec ses avantages et ses inconvénients. Là, les inconvénients, en l'occurrence des effets secondaires, c'est clairement écrit, personne ne les connaissait. Donc, il n'y a pas eu d'information loyale dans les vaccinodromes. C'est assez grave. Il faut également rappeler que Pfizer a fait quand même des essais et qu'il y avait des effets secondaires qui étaient reconnus. Or, on nous a expliqué lors de la vaccination que ce produit n'engendrait pas d'effets secondaires. Il n'y a pas une arnaque là auprès des patients européens. Ben, il s'est passé quelque chose de dramatique en termes, et on en paye les conséquences sur la confiance. Vous avez quand même le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelle Monsieur Rousseau, qui est allé sur une chaîne grand public dire que les vaccins étaient sûrs, qu'il n'y avait aucun effet indésirable. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire et donc Donc le ministre de la Santé de France a dit qu'il n'y avait aucun effet indésirable, alors que la France a signé des contrats en disant qu'on ne connaît pas les effets indésirables. C'est-à-dire mentir au public quand on est ministre de la Santé, c'est quand même quelque chose qui n'est pas brillant, effectivement. Et ils nous ont aussi vendu un produit avec donc toutes les qualités, paraît-il, alors qu'il était en phase d'expérimentation. Eh ben, effectivement, on en revient à ce qui a été dit à la population. On n'aurait jamais dû raconter tous vaccinés, tous protégés, qui était le slogan effectivement fait par probablement McKinsey. Et effectivement, ce produit était en phase d'expérimentation, donc on était donc dans les règles d'un produit d'expérimentation, c'est-à-dire que le participant cobaye devait être informé effectivement qu'il était dans une phase d'expérimentation, ce qui n'a pas été fait, puisqu'on a garanti effectivement une efficacité. Et on a surtout aussi beaucoup travaillé les gens sur je me protège pour protéger l'autre, ce qui était effectivement un mensonge d'État. J'en veux pour preuve, la plus évidente, c'est que dans le contrat Covid, il y a marqué effectivement qu'il n'y a aucune obligation de preuve sur la transmission. Donc, dans le contrat, il est marqué qu'effectivement, le médicament n'a pas été testé sur la transmission. On a eu des vaccins avec le vaccin mRNA en 9 mois. Bien sûr, c'est rapide. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Et plus récemment, j'ai bien aimé ce qui s'est passé en Suisse, où des pharmacies qui communiquaient effectivement sur le fait que se vacciner, c'est protéger l'autre, ben, ces pharmaciens ont été condamnés par la justice suisse pour publicité mensongère. Donc, on a un contrat qui dit qu'il n'y a pas d'efficacité sur la transmission. On a
justice suisse qui condamne ceux qui disent qu'effectivement se vacciner, c'est protéger l'autre, il va bien falloir à un moment qu'en France, on dise la vérité. Je me vaccine pour protéger l'autre, c'était un mensonge d'État. Là, on a appris que ce produit expérimental était relativement dangereux. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Et notamment, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette commission, entre guillemets? Ben, les effets indésirables, chaque médecin, pas dire honnête, mais chaque médecin qui effectivement observe ce qui se passe s'en rend compte. En France, pour le moment, c'est l'omerta. Moi, je suis convoqué par le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a porté plainte contre moi, pas un patient évidemment, hein, le Conseil national, parce que j'ai apporté mon soutien à une victime alors c'était pas du Pfizer, c'était effectivement l'Astra, un jeune étudiant nantais qui est décédé de thrombose à la suite de la vaccination. Et l'autopsie a montré effectivement que tout ça était en lien avec la vaccination, donc j'apporte mon soutien. Je suis convoqué par le Conseil national de l'Ordre des médecins qui considère que si on apporte son soutien à une victime, on met en doute la vaccination. Donc en France, effectivement, parler des effets indésirables est quelque chose qui, pour un médecin, le met en danger. Donc il y a des effets indésirables, tout le monde le sait, c'est reconnu de par le monde, et en France, pour le moment, on est encore dans l'omerta. Oui, Franck, il y a eu une évaluation des choix scientifiques et technologiques présidée par Cédric Villani. Alors derrière ce titre, c'est comme une commission qui a été organisée suite à une pétition citoyenne de plus de 30 000 signatures. Et là, on a appris de sacrées choses lors de cette commission, entre guillemets. Qu'a-t-on Ben, appris? cette commission, elle a permis de mettre en évidence ce que de nombreux personnes refusent, et notamment l'ex-ministre de la Santé qui dit qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable. Cette commission elle a permis de dire effectivement qu'il y avait beaucoup d'effets indésirables suite à cette vaccination. Les chiffres qui sont sortis à l'époque étaient de 158 000 événements indésirables déclarés, et alors qu'on sait très bien qu'en France, déclarer un événement indésirable est très compliqué. Moi, je sais qu'au début, lors des débuts de la vaccination, lorsque j'ai vu quelques cas effectivement de thrombose, j'ai essayé de les déclarer, c'était franchement trop compliqué, j'ai laissé tomber, et je pense que beaucoup de médecins ont fait comme moi. Donc 158 000, on peut estimer que c'est 4 ou 5 fois plus, ce qui fait des chiffres assez énormes. On serait si on est à 5 fois plus, on est à 700 000, 800 000 événements indésirables suite à une vaccination. On n'a jamais vu ça. Donc pour le moment, en France, c'est l'omerta. Et combien d'ailleurs? C'est parce que les effets indésirables, ça peut être des maux de tête ou des choses comme ça aussi, hein. Oui. Mais il y a des effets indésirables, des effets secondaires graves. Et est-ce qu'on a le chiffre de sur cette masse d'effets Donc la indésirables? commission, je crois que l'estimait entre 5 et 20 mais Mm. il suffit de regarder effectivement, on a quand même des cas de mortalité. C'est-à-dire que des gens sont morts de la vaccination. Alors c'est horrible et on ne veut pas en parler, mais personnellement, je suis convoqué au Conseil national de l'Ordre des médecins pour avoir apporté mon soutien, juste apporté mon soutien à un jeune étudiant nantais qui est décédé suite à la vaccination par AstraZeneca. Donc sa famille, effectivement, suit l'affaire en justice. Il y a eu une autopsie qui montre qu'il y a eu des thromboses. Ben, le simple fait d'apporter son soutien à une victime d'un acte médical me vaut une convocation par l'ordre des médecins. C'est pas un patient qui se plaint, c'est l'ordre des médecins qui me reproche de communiquer sur les victimes de la vaccination. On en est là. Donc 158 000 dans ces conditions, autant dire qu'on est en train de cacher une bombe. C'est énorme. Oui. Et si ma mémoire ne me trompe pas, normalement, quand il y a autour de 1000 effets indésirables, on arrête le produit, on arrête le Toujours. médicament. Dans l'histoire de la médecine, il y a eu l'affaire du Vioxx où on s'est rendu compte qu'il y avait des effets indésirables, ça a été arrêté tout de suite. Le Mediator est un bon exemple quand effectivement on a su qu'il y avait des effets indésirables, même s'il y a eu un petit peu de retard parce qu'effectivement Servier avait des accointances à haut niveau, mais ensuite le produit a été arrêté. Il y a des vaccins qui ont déjà été arrêtés, hein. Le vaccin contre le chikungunya a été arrêté du fait. N'importe quel médicament sur lequel il y a des effets indésirables, normalement pose question. En France, si on pose question sur le vaccin Pfizer, c'est le vaccin Covid, on est convoqué par le Conseil de l'Ordre. On a vraiment un vrai souci et je crois pas, moi je reste optimiste, je crois pas qu'on pourra toujours mettre ça sous le tapis et qu'un jour la digue va l'emporter puisque en Suisse, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, dans tous les pays, il y a des commissions d'enquête, il y a des choses qui avancent. En Suisse, c'est des pharmaciens qui ont été condamnés parce qu'ils faisaient la publicité mensongère sur effectivement le produit.
En Italie, il se pose la question effectivement de l'obligation vaccinale, quand effectivement l'obligation vaccinale est faite de manière générale et non pas individualisée. Aux États-Unis, c'est les sénateurs qui s'attaquent à Fauci, enfin, qui a caché la réalité. En Allemagne, il y a une commission d'enquête avec l'ex-dirigeant de Pfizer qui dit que le produit n'était pas de qualité. Il n'y a que la France qui croit qu'on a nos frontières à la Tchernobyl qui vont nous empêcher d'aborder ce sujet. Ça va péter, Et il va bien falloir en parler et j'insisterai parce que il faut rester dans le domaine de la santé, c'est indispensable. Aujourd'hui, il y a une défiance contre les vaccins en premier, mais contre beaucoup d'actes médicaux et c'est pas bon pour la population. On est en train de, pour protéger un laboratoire qui est multicondamné pour corruption, pour protéger ce laboratoire et pour protéger les dirigeants qui ont signé les contrats, on est en train de détruire la confiance dans la médecine et la médecine sans confiance, elle perd beaucoup en efficacité et ça, c'est pas bon pour personne. Et on a appris la semaine dernière qu'il y avait un problème de suivi des patients à l'hôpital avec des problèmes ou une mortalité absolument étonnante. Tu Le peux... chiffre énorme, c'est que en France, on meurt plus à l'hôpital du fait des défaillances de l'hôpital que sur la route par accident de voiture. Ah, c'est Rien que dément. ce chiffre, normalement, devrait faire bondir tout le monde et réagir. On met Ouais. des contraventions, des radars, on met des moyens pas possibles sur la sécurité routière. On voudrait de la sécurité hospitalière. On pourrait peut-être envoyer une petite lettre à Emmanuel Macron pour le remercier, hein. Il y a des choses comme ça où il faudrait un peu Ben, se on en mobiliser. revient à quelque chose qui est essentiel et tout ça est une phase globale. On a un budget qui est limité par définition, hein, l'argent n'est pas magique. Et donc, pourquoi les gens comme moi, comme toi, on critique vertement les décisions politiques de la Covid? C'est que les décisions politiques de la Covid ont détourné un maximum de pognon vers une société comme Pfizer, par exemple, qui l'a rapatrié aux États-Unis. Et ce maximum de pognon, il fait défaut effectivement pour nos hôpitaux. Quand effectivement on constate qu'on meurt plus dans les hôpitaux que sur la route, on se dit mais il y a besoin d'aider les hôpitaux. Je suis pour qu'on aide les hôpitaux et qu'on permette aux Français d'avoir des soins de qualité. Mais quand on laisse partir l'argent n'importe comment, on ne peut pas avoir tout. Donc oui, il faut absolument stopper la dérive où on donne l'argent aux laboratoires sur des choses qui n'ont pas d'efficacité et donner cet argent à ceux qui servent à la population. Et le combat qu'on mène contre les décisions Covid, c'est un combat pour permettre effectivement aux Français d'avoir de meilleurs soins. C'est, c'est pas parce qu'on va interdire le vaccin Pfizer qui n'a pas d'efficacité sur la transmission, qui n'a pas d'efficacité sur la maladie, qui est un produit qui a plein d'effets indésirables. Quand on dit on arrête de dépenser cet argent-là, c'est pas pour mettre l'argent ailleurs. Si, c'est pour mettre l'argent ailleurs, excusez-moi. C'est pour mettre l'argent sur les hôpitaux, là où cet argent va permettre aux Français d'être mieux soignés. Il faut vraiment que les Français comprennent que on a de l'argent, mettons-le au bon endroit et tout le monde se portera mieux. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur les vaccins. Il faut pas oublier qu'il y a eu deux vaccins d'ailleurs, enfin, qui ont été mis gentiment sur le côté parce qu'ils présentaient, pour le coup, des effets secondaires reconnus. Est-ce que Exactement. Le quels sont ces vaccin deux vaccins? Astra, par exemple, Mhm. lorsque ce jeune étudiant nantais se fait vacciner, donc le gouvernement, l'ordre des médecins impose la vaccination avec le Astra à tous les soignants notamment. Donc ce jeune étudiant est obligé de se faire vacciner. Il se fait vacciner, il meurt. Il y avait déjà, au moment où il s'est fait vacciner, il y avait déjà des signaux d'alerte qui n'ont pas été pris en compte par les pouvoirs publics. Il meurt, je crois que c'est la semaine d'après, où on dit non, non, on arrête d'utiliser l'Astra chez les moins de 50 ans. Donc, il est mort du fait d'un produit qui, une semaine après, a été interdit, et alors qu'il y avait déjà des signaux d'alerte. Et ensuite, ils ont gardé l'Astra pour les plus de 50 ans, ils se sont rendus compte qu'il était également toxique, et finalement, il a été retiré du marché. Donc, quand on laisse effectivement de telles choses et qu'on nous interdit d'en parler, puisque je vous rappelle que je suis convoqué par le Conseil de l'Ordre parce que je déclare, je soutiens ce jeune, vous vous rendez bien compte qu'on est quand même dans un sacré problème. Il y a aussi Johnson et Johnson, je crois, de Janssen, qui a Ouais, été très rapidement trop évacué, toxique. trop Hmm. toxique. Mais D'ailleurs, aussi, il y a eu aussi
Après, il y a aussi Pfizer, toujours Pfizer, qui a sorti un produit qui s'appelait le Paxlovid, qui était un Ah oui. traitement, effectivement, un traitement qui s'est révélé plein d'effets indésirables, notamment au niveau rénal, qui a été soutenu par le fameux Molimar, qui a fait une étude en disant le Paxlovid, c'est Molibobar. merveilleux, etc. Oui, exactement. Et donc ce produit a été effectivement retiré du marché, les doses ont été jetées, et on a encore jeté à la poubelle des millions d'euros. Et encore une fois, on a derrière tout ça, on a Pfizer à nouveau. Et bien tout cet argent manque cruellement dans les hôpitaux, et aujourd'hui, le chiffre est horrible, on meurt plus dans les hôpitaux que sur la route. Il faut vraiment que tout le monde en rende compte. Et c'est pas, ne me dites pas que c'est un problème d'argent. L'argent, on le voit partir chez Pfizer, aussi bien par le Paxlovid que par son vaccin. Donc l'argent, il y en a. Mais mettons-le au bon endroit, bon sang. Tu as, quelle est ton actualité? On va revenir sur ton actualité. Tu t'étais présenté à la Haute Autorité de Santé justement sur la vaccination. Tu as été exclu. Quelle est la suite de cette aventure? Alors, donc la suite, ça a été ça aussi, c'est un sujet intéressant parce que toutes ces choses, ces détournements de pognon se mettent en place effectivement avec des hautes autorités qui donnent l'aval en disant c'est merveilleux ce qu'on fait. La haute autorité de santé avait publié à l'époque sur le Paxlovid que c'était très bien. Donc on réunit, le schéma est assez simple, on réunit des experts, les experts disent que c'est bien et donc on a effectivement le sceau de la légitimité qui permet de faire n'importe quoi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis dans le lot des experts. Et quand ils ont vu qui j'étais, ils m'ont exclu du lot des experts parce que mes idées n'allaient pas. Donc, ça, c'est quand même de la discrimination. C'est absolument pas comme ça qu'on choisit des experts. Et donc, je lâche pas l'affaire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, j'ai fait un recours auprès du président de la HAS qui n'a pas été capable de me fournir une explication à mon exclusion, toujours pas. Du coup, j'ai fait un recours au ministère de la Santé qui n'est toujours pas en capacité de me répondre. Et comme les délais impartis, effectivement, arrivaient, parce que dans 2 mois, ils devaient me répondre, du coup, il y a un recours au tribunal administratif de Montreuil, qui est le tribunal qui décide, où on leur demande effectivement d'expliquer sur quels critères on a exclu un expert. Pour le moment, les recours sont en place et il n'y a toujours pas de réponse. J'ai également fait la saisie du défenseur des droits, puisqu'il s'agit d'une discrimination. La saisie date de janvier, on est quand même début mai, et ben ils ne m'ont toujours pas répondu. Donc je pense que tous ces gens sont bien embêtés, parce que quand on discrimine un expert et qu'il faut justifier ensuite pourquoi on l'a discriminé, on perd beaucoup en crédibilité. Je pense qu'en tirant le fil jusqu'au bout, on peut arriver à démontrer que l'HAS, comme beaucoup, ne sont que des officines qui valident des décisions politiques. Et on n'est pas dans la science, et j'espère bien effectivement tirer le fil jusqu'au bout. Écoute, Franck, on est avec toi et on espère qu'on obtiendra réparation sur cette histoire, car les combats finissent par payer. En Belgique, par exemple, il y a un médecin qui a triomphé de l'hydre, du Big Pharma. Explique-nous tout. Exactement, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc je vous dis, ça bouge de tous les côtés, et notamment en Belgique. Donc en Belgique, un médecin a été condamné par l'Ordre des médecins belges pour avoir pris position sur la stratégie politique du Covid. Et donc, le médecin est remonté jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation belge a remis les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Je vous lis, hein. La science n'est pas un catéchisme et les médecins ne sont pas tenus d'adhérer à une vérité officielle. Le débat, y compris contradictoire, n'est pas une dérive à corriger, mais une nécessité à préserver. En reprochant à un médecin d'avoir sapé la confiance en exprimant une analyse critique, l'Ordre des médecins a de facto érigé l'adhésion à une ligne dominante au rang de norme professionnelle. Or, c'est précisément ce glissement que la Cour refuse. Ce qui veut dire que le Conseil de l'Ordre doit effectivement retrouver sa place, qui est celle de garantir l'éthique professionnelle. Ça, c'est effectivement ce qu'on attend de lui. Mais il n'est pas là pour arbitrer les controverses scientifiques ou les choix politiques sanitaires. C'est-à-dire qu'un médecin la Cour de cassation le dit, a parfaitement le droit de critiquer la politique sanitaire d'un pays. Et je dirais que tout citoyen a le droit de le faire parce que on a parlé d'argent tout à l'heure. La manière dont est utilisé notre argent, on a le droit d'en parler. C'est quand même nos impôts, c'est notre santé, ce sont nos services publics. Et donc la Cour de cassation dit que la censure de ce débat n'est pas autorisée. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ça va ouvrir des portes, pas encore en France, mais en tout cas, dans l'Europe entière, on va enfin pouvoir parler de ces sujets. Et il faut quand même souligner le point que critiquer est
est une chose très saine. Cela évite que le camp d'en face se transforme en secte ou soit complètement dominé, je ne sais pas moi, par des acteurs extérieurs comme le Big Pharma. Donc c'est une Et nécessité citoyenne de critiquer la politique du gouvernement et de demander des comptes à ces politiques et qu'ils soient en effet plus transparents. Bah, écoute, Franck, je te remercie pour ces analyses capitales. On se dit à bientôt pour un nouvel entretien sur l'information sanitaire. À bientôt. à bientôt, merci en tout cas.